Sénateur Wu, merci votre honneur. Aujourd'hui, j'aimerais conclure les remarques finales au sujet du 7e anniversaire de la loi d'exclusion des Chinois. Je remercie les sénatrices Jaffer, Simons, Omilvar, Audemars, Couture, McCallum, Ravalia et Meji pour leur contribution à l'interpellation. Chacun d'entre eux ont offert des perspectives nouvelles sur l'expérience des immigrants chinois dans le pays ainsi que sur l'histoire plus large de l'immigration au Canada et sur la tâche inachevée de la lutte contre les préjugés, la discrimination et l'exclusion de nouveaux arrivants. Le 23 juin 2024, c'est le sénateur Ho et moi-même, en collaboration avec Chinese Canadians Together, avons organisé une cérémonie commémorative nationale dans cette chambre pour marquer le 100e anniversaire pour en célébrer le 100e anniversaire. La réunion a été honorée par son Excellence la gouverneure générale et la présidente Gagné. Près de 200 Canadiens d'origine chinoise et amis de la communauté ont rempli cette salle. Des milliers d'autres ont regardé la retransmission en direct dans plus de 400 lieux de visionnement enregistrés à travers le pays. Au cours de la cérémonie, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a désigné la loi sur l'exclusion des Chinois comme un événement historique national et a commandé une plaque de bronze. Voici l'inscription sur la plaque. Le 1er juillet 1923, le Canada a interdit l'immigration chinoise. La loi sur l'immigration chinoise de 1923, loi sur l'exclusion des Chinois, est le point culminant du racisme et des politiques anti-chinoises, y compris les taxes d'entrée qu'elle a remplacées. Tous les Chinois vivant au Canada, même ceux qui y sont nés, devaient s'enregistrer auprès du gouvernement sous peine d'amende, de détention ou d'expulsion. Cette loi a entravé le regroupement familial, le développement communautaire, l'intégration sociale et l'égalité économique. Les Canadiens d'origine chinoise, hommes et femmes, ont contesté cette loi avec succès, ce qui a conduit à son abrogation en 1947. Ils ont néanmoins continué à se battre pour démanteler les restrictions racistes en matière d'immigration. L'abrogation de la loi d'exclusion a mis fin à l'interdiction des immigrants chinois, mais la politique d'immigration canadienne est restée marquée par des préjugés raciaux. L'accueil de nouveaux arrivants était presque exclusivement axé sur les colons européens. En raison de ces préjugés, les Chinois qui se trouvaient déjà au Canada étaient dans l'impossibilité de parrainer les membres de leur famille restés en Chine pour qu'ils puissent entrer au pays. Pire encore, les Canadiens d'origine chinoise ont fait l'objet d'enquêtes de la part du gouvernement qui a continué à nourrir des soupçons quant à leur bonne foi et à leur loyauté. La récente publication par Bibliothèque et Archives Canada des dossiers du CI-44, dont l'accès était auparavant restreint, a mis en lumière l'omniprésence du sentiment anti-chinois qui a perduré bien au-delà de 1947. Les chercheurs en archives n'ont pu accéder qu'à une petite partie des documents relatifs à l'immigration chinoise jusqu'à présent et de ses suites. Un grand nombre de documents sont soumis à des restrictions et il est très difficile de s'y retrouver en raison de la complexité du système de classement utilisé par les ministères à l'époque. Je demande à Bibliothèque et Archives Canada de rendre plus de documents accessibles et d'investir dans l'élaboration d'instruments de recherche afin que les historiens et les chercheurs puissent brosser un tableau plus complet de l'immigration chinoise pendant et après la loi d'exclusion. La cérémonie de commémoration au Sénat a été suivie par un rallye sur la colline du Parlement auquel ont participé plus de 3000 Canadiens d'origine chinoise venus de partout au pays. Ils étaient venus commémorer la loi sur l'exclusion des Chinois et s'engager à s'opposer à la discrimination, à la stigmatisation et aux préjugés dont sont victimes les Chinois et d'autres minorités. Le 100e anniversaire a également été commémoré par des groupes communautaires et des établissements d'enseignement lors de dizaines d'événements organisés dans tout le Canada. Il a mobilisé la communauté chinoise comme je ne l'ai jamais vu auparavant et l'a obligée à avoir des conversations difficiles sur la place des Chinois dans la société canadienne et sur les défis auxquels la communauté est continuellement confrontée. Elle m'a également obligée à réfléchir plus profondément à certaines questions contemporaines de politique publique qui touchent les Canadiens d'origine chinoise, dont plusieurs ont déjà été abordées dans cette Chambre. Au fur et à mesure que ces questions apparaîtront, je poserai des questions sur la justice, l'équité, l'état de droit, que j'aurais aimé que mes prédécesseurs d'il y a 100 ans posent sur la loi de l'exclusion des Chinois.
Le fait que la loi d'exclusion ait été adoptée par le Sénat et la Chambre des communes sans grande opposition suggère que le projet de loi avait un soutien populaire et que les députés et les sénateurs étaient capables de trouver des justifications conformes à l'éthique dominante de l'époque. À l'époque, il était question de pureté raciale, de sécurité économique, de supériorité culturelle et de protection d'un mode de vie. Il est peu probable que quiconque aujourd'hui plaide en faveur d'une loi fondée sur la pureté raciale et la supériorité culturelle. Nous pouvons nous consoler en nous disant que nous sommes plus éclairés que nos ancêtres en ce qui concerne les étrangers, mais nous nous ferions des illusions si nous pensions que les attitudes nativistes et xénophobes ont été expurgées de la conscience collective canadienne. L'une des controverses suscitées par le centenaire de la loi de l'exclusion des Chinois est la question de savoir s'il existe une forme d'exclusion moderne des Canadiens d'origine chinoise ici au pays. Ceux qui le nient suggèrent souvent que les revendications d'exclusion moderne sont un signe de déloyauté et de subversion. Le projet de registre de transparence sur l'influence étrangère que le gouvernement envisage de proposer constitue une source de friction particulière. Un document de discussion sur le registre proposé ainsi que les versions du projet de loi déposées à la Chambre des communes et au Sénat suggèrent que toute personne ayant des liens avec des entités légalement constituées en République populaire de Chine, donc universités, associations commerciales, groupes culturels, organismes sportifs et ainsi de suite, pourrait être obligée de s'enregistrer. En outre, toute personne qui adopte des points de vue alignés sur ceux d'un gouvernement étranger et qui a eu des contacts avec un fonctionnaire étranger pourrait être obligée de s'enregistrer parce que cette personne est considérée comme une source d'influence étrangère malveillante. Chers collègues, je suis favorable à un registre élargi des lobbyistes qui englobe tous les agents des États étrangers, mais ce que nous pourrions obtenir à la place, c'est un registre de l'influence étrangère. Pensez-y, un registre des Canadiens considérés comme soumis à l'influence de gouvernements étrangers, même s'ils ne sont pas à l'emploi ou sous la direction de ce gouvernement. Dans le cas des Canadiens d'origine chinoise, cela signifierait qu'ils devraient renoncer à leurs liens professionnels, culturels et dans certains cas familiaux avec la Chine ou courir le risque de voir leur nom figurer dans un registre. Faut-il s'étonner que moi et beaucoup d'autres s'inquiètent de l'exclusion moderne des Chinois? Ce n'est pas seulement dans la proposition de registre de l'influence étrangère que nous voyons de tels signes. Nous voyons également des signaux d'alarme dans le contrôle accru de l'immigration des étudiants chinois, dans la sécurisation excessive de la collaboration en matière de recherche dans les universités, dans les allégations d'ingérence étrangère et de déloyauté qui se concentrent sur les politiciens d'origine chinoise, dans le fait de forcer les Canadiens d'origine chinoise à se débarrasser de leurs biens en utilisant les pouvoirs extraordinaires de l'État, dans les enquêtes policières sur les organisations culturelles chinoises qui menacent leur survie et dans la stigmatisation de toute personne qui remet en question ces tendances troublantes en tant qu'agent étranger. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance de la sécurité nationale ou les souffrances des Canadiens soumis à une répression transnationale. Il ne s'agit pas non plus de défendre les violations des droits de la personne ou le militarisme de la République populaire de Chine. Mais nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes en adoptant une définition générale de la menace chinoise et nous nuisons à notre réputation en tant que pays qui se considère comme progressiste, juste et ouvert sur le monde. La rhétorique d'une menace chinoise mondiale propagée par des politiciens qui tentent de se surpasser les uns les autres donne le ton sur la façon dont nous voyons et traitons les Canadiens qui ont des liens avec la République populaire de Chine. Soyons clairs, il s'agit de protéger les droits des Canadiens et non des étrangers. Des Canadiens qui méritent tous les droits et privilèges de leurs concitoyens, y compris le droit de ne pas être stigmatisés en raison de leurs liens avec la Chine. Je pense à ce haut fonctionnaire canadien d'origine chinoise à qui ses supérieurs ont conseillé de ne pas assister à la cérémonie de souvenir au Sénat parce que cela risquait d'envoyer le mauvais message, ou aux universitaires canadiens d'origine chinoise qui sont traités avec suspicion parce qu'ils travaillent avec des collègues en Chine, ou des utilisateurs de plateformes de médias sociaux en langue chinoise basées au Canada qui sont supposés ne pas être capables de penser pour eux-mêmes et accusés d'être des dupes et des vecteurs d'ingérence étrangère, ou encore les scientifiques chinois au Canada qui sont sanctionnés pour leur travail passé
avec des institutions de recherche chinoises. Combien d'autres Canadiens d'origine chinoise seront soumis à ce type d'exclusion moderne et combien de temps faudra-t-il avant que nous ne prenions conscience de l'injustice de telles actions? Pas longtemps, j'espère, pas aussi longtemps que les 24 années qu'il a fallu pour abroger la loi sur l'exclusion des Chinois. Je vais conclure sur une note plus positive. J'ai déjà déploré la complicité des parlementaires canadiens qui ont rendu possible l'adoption de la loi d'exclusion des Chinois il y a 100 ans. Le Sénat du Canada a participé à ce passé honteux et ce sont des sénateurs de la Colombie-Britannique qui ont prononcé certains discours les plus répugnants. Mais le Sénat a également joué un rôle en rendant la loi sur l'immigration chinoise de 1923 moins nocive qu'elle n'aurait pu l'être. En modifiant le projet de loi de la Chambre des communes, le Sénat a supprimé l'exigence d'un test linguistique pour les Chinois déjà présents au Canada. La disposition initiale aurait conduit à l'expulsion massive de Chinois dont on estimait qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment l'anglais. L'idée de devoir transporter des dizaines de milliers de Chinois à travers le Pacifique est peut-être à l'origine de cette réflexion, mais il s'agit en tout cas d'une mince lueur d'espoir dans un nuage très épais qui a plané sur la communauté chinoise pendant plus de 2 décennies. C'est pourquoi, honorable collègue, mon interpellation sur le 100e anniversaire de la loi sur l'exclusion des Chinois est autant une interpellation sur notre institution que sur les Canadiens d'origine chinoise. Pour nous, le souvenir de la loi doit nous permettre d'être attentifs à l'exclusion moderne et d'empêcher qu'elle ne se propage. Car lorsque l'exclusion moderne refait surface, elle ne se présentera pas exactement sous la même forme que la loi d'exclusion. L'exclusion moderne se construira plutôt autour d'un ensemble de craintes et de phobies contemporaines alimentées par des pressions politiques et populistes de l'intérieur et de l'extérieur. Elle ne sera pas identique à la loi sur l'exclusion des Chinois d'il y a 100 ans, mais elle sera tout aussi séduisante, tout aussi populaire et tout aussi politiquement nécessaire et tout aussi erronée. Merci.